Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'ONU exige l'annulation du décret suspendant les partis politiques. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué, a appelé les gouvernements maliens à revenir sur sa décision. On appelle le président de la transition à abroger son décret dit draconien, appelant à toute restriction de la participation des partis politiques. Et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme voudrait que ces restrictions soient conformes aux obligations internationales du Mali en matière de droits humains. Il a appelé donc les autorités maliennes à revenir sur leurs décisions. On se rappelle, les forces vives vous l'avaient demandé, le Conseil national de la transition l'a entériné, le gouvernement l'a exécuté, les partis politiques sont exécutés au Mali. L'ONU n'est pas du même avis, Donatien. En tant que jeune politique, je suis offusqué. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta que nous avons acclamé ici quand il était venu au pouvoir. Je suis très déçu par cette décision de mettre, c'est même pas en berne, hein, c'est dissoudre totalement les partis politiques. Ça veut dire que la liberté à faire la politique au Mali n'existe plus. Et alors que Assimi Goïta lui-même, en novembre 2024, président de la transition, il a dit devant le Conseil des ministres ceci, in extenso: créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. On en est où maintenant quand il dissout les partis politiques, qui sont ceux qui vont compétir pour de prochaines élections? Ça veut dire que dans leur tête, ils ont demandé à ce qu'on prolonge son mandat, qu'on lui donne carrément voilà, un mandat présidentiel. ça veut dire que dans sa tête, il n'y a pas d'élection d'élection dans sa tête. On peut diriger un pays comme cela. Mais c'est les assises qui l'ont demandé, c'est les forces vives de la nation qui se sont non, rassemblées et qui ont fait cette recommandation. Allons-y aussi voir comment ces assises ont été organisées, ces personnes qui ont été, je ne veux pas dire montées de toutes pièces, mais comment certaines personnes ont été instrumentalisées pour dire cela. Comment est-ce qu'une nation, tout un pays, vous allez mettre en berne, même pas en berne, vous allez dissoudre des partis politiques? Ça veut dire que vous ne voulez plus rien du tout comme voix dissidente dans le pays. Même des associations à caractère politique, vous mettez fin à la vie de ces associations. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement. Et je mets au défi quelqu'un ici en disant que Assimi Goïta va enlever bientôt son treillis et devenir civil pour aller aux élections qui vont se présenter, comme l'a fait l'autre du Gabon. Assimi Goïta, il n'a pas besoin, en tout cas pour le moment, il n'a plus besoin d'aller aux élections. Quand le moment viendra, voilà, quand le moment viendra, ou peut-être on remettra sur celle, après 5 ans, mais c'est pas normal, après 5 ans, le pays sera dans un sens unique où il y aura même personne pour dire ceci, vous ne le faites pas bien, l'autre, vous regardez dans le même sens ou bien dans un sens unique. Moi, je suis frustré quand j'ai appris cette nouvelle. Je ne suis pas du tout content de mon ami que j'avais quand il était colonel, parce que il est désormais général. C'était ici, sur ce plateau, qu'on l'avait encensé, mais ce qui s'est passé actuellement, il nous suit. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il peut quand même revenir. Ils peuvent, parce qu'il n'est pas seul, ils peuvent revenir encore sur ces décisions, parce que la vie politique... Vous pensez qu'il faut faire comme l'ONU l'a demandé? Oui, l'ONU a exigé, si bien sûr le Mali va aller encore siéger à l'ONU, il faut quand même qu'il respecte ce que l'ONU dit, ou qu'il prouve la raison pour laquelle, et je suis sûr que le Mali n'aura pas de raison, la raison pour laquelle cette dissolution des partis politiques a été faite. Je ne suis pas d'accord, et je le répète, Oubi à Torbi. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. Alors, Horus Donkovi, l'ONU demande à ce que le gouvernement du Mali revienne sur sa décision de dissoudre les partis politiques. Il demande à ce que le pays respecte ses engagements internationaux en matière des droits humains. Alors, dans cette histoire-là, il faut que chacun prenne sa part et que les choses soient convenablement spécifiées. Je m'explique. Lorsque l'ONU réclame cela, l'ONU est dans son rôle. Ça, c'est normal. Que l'ONU réclame le rétablissement d'un certain nombre de droits, la liberté d'expression, les partis, ainsi de suite. Tout à fait. L'ONU est totalement dans son rôle. Par contre, au sein des
des États de l'AES, et en particulier l'État du Mali, ce à quoi on assiste est qualifié de révolution. Et lors des révolutions, il n'y a pas d'apparat démocratique. Et ça, il faut le faire comprendre aux acteurs, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et aux populations. C'est-à-dire, vous n'avez pas de révolution dans la façon dont c'est qualifié, qui va être, si vous voulez, un sponsor de la démocratie lors de sa prise de fonction. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas. Et donc, ce qui se passe, par contre, c'est que lorsqu'il y a une révolution, la révolution se fait sur, si vous voulez, la défense d'un plaidoyer. Et le peuple est attentif à ce plaidoyer-là. Et ce qui se passe, c'est que lorsque cette révolution échoue dans la défense dans l'élaboration de ce plaidoyer, il y a des contre-révolutions. Ça veut dire que ceux qui prennent le pouvoir en disant, voilà, nous allons faire la révolution. Nous allons, mettre fin à un certain nombre de libertés, à un certain nombre de droits, parce que nous voulons rétablir l'ordre, le système, l'économie, et ainsi de suite et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils comprennent que lorsque le peuple vous donne ce quitus, il vous le donne pendant un laps de temps bien défini. Lorsque vous échouez, vous vous retrouvez avec une contre-révolution. Et parfois avec des révolutions successives, donc des coups d'État successifs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsque vous prenez l'histoire, les révolutions ont une date, une durée limitée dans le temps. Et donc, à la suite de la révolution, revient très souvent la réinstauration de la démocratie. C'est comme cela que, par exemple, lorsque vous prenez la Corée du Sud, si vous prenez Park Chung-hee, c'est le dictateur coréen qui a établi les cow-balls, qui a rétabli l'économie, qui a restructuré la Corée et ainsi de suite. Mais il a fait 10 ans. Ensuite, après lui, ce qui est en Corée du Sud actuellement, c'est de la démocratie. Vous prenez le cas de Singapour. Singapour, c'est une dictature. Mais la dictature, elle est acceptée parce que le programme qui a été édifié par Lee Kuan-hee est tenu et la Singapour économiquement se porte bien. Vous prenez, même dans les pays dits démocratiques, le général de Gaulle revient en 1958, mais à condition que les pouvoirs présidentiels soient renforcés. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a toujours le débat actuel en France sur le fait que la présidentialité soit trop forte. Vous allez aux États-Unis, vous prenez l'époque de la crise avec Delano Roosevelt, c'est le seul qui fait 3 mandats. C'est le seul à qui on permet de faire 3 mandats et qui a une certaine présidence renforcée. Une fois que l'économie remonte, qu'on revient avec une certaine embellie, on revient maintenant dans la posture qui est celle des démocraties. Alors, et pour donc, ramener au cas du Mali, ça veut dire qu'on oui. est dans cette période-là d'abord de réaménagement, si je puis me permettre. Exactement. Et donc, on va revenir à l'ordre normal. Alors, ce que les dirigeants du Mali doivent comprendre, c'est que quand vous faites le choix de priver le pays d'un certain nombre de libertés, les partis, vous mettez à côté, les journaux, vous les mettez, vous les conditionnez, et ainsi de suite et tout ça, et que vous défendez devant le peuple un certain plaidoyer, et que ce peuple vous donne un quitus, sachez que ce peuple, mettons qu'il vous accepte comme ça pendant une durée limitée. Si vous n'acceptez, ou si vous n'arrivez pas à répondre aux exigences de ce peuple, vous vous exposez à une contre-révolution ou à un autre coup d'État. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il ne va pas s'agir de quelque chose qui va être perpétuel, parce qu'il arrive, quel que soit le pays, il arrive un moment où le peuple dit, bon, vous avez fait le diktat, vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, quel est le bilan ? Vous n'avez pas un bon bilan, vous risquez d'être renversé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, alors, maintenant, du côté du peuple, il faut comprendre que lorsque on dit révolution, la révolution, elle a un prix.
La révolution n'est pas une démocratie. Vous n'aurez pas une révolution et puis démocratie. Non. Vous aurez une révolution avec une certaine prise de décision où on va ostraciser un certain nombre de droits. Maintenant, je voulais venir sur un dernier point, mais ce dernier point m'a échappé. Sur moi, je reviendrai en cours de ligne. Après, justement, alors Germain Pouli, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle plutôt le Mali à revenir sur sa décision de suspension des partis politiques ou de suspension de la charte des partis politiques, de leur dissolution carrément, ou de l'interdiction des activités des associations à caractère politique. On appelle le Mali à respecter ses engagements en matière de droits humains au niveau international. Oui, non, je crois que Russe l'a dit tout à l'heure, l'ONU est dans son rôle, sauf qu'il y a très peu de chances que le Mali respecte cet appel de l'ONU, parce que le Mali vit dans une situation exceptionnelle. Il y a une crise sécuritaire qui a fait que les institutions légalement établies ont été renversées. Un militaire a pris le pouvoir et il a tout mis en œuvre pour concentrer l'essentiel de pouvoir dans ses mains, ce que dans les temps anciens on appelait les dictateurs. Donc quand il y a des crises, on donne à un homme providentiel, entre guillemets, le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent à tous dans l'espoir qu'il arrive à rétablir la situation. Et donc ça a été expérimenté depuis l'Antiquité, c'est toujours valable dans nos États. Et donc, à la suite d'un coup d'État comme celui-là qui intervient dans un contexte sécuritaire assez difficile, la démocratie a été mise en berne avec donc toutes ses conséquences. Les autres libertés, on a parlé que des partis politiques, mais on sait aussi que les médias au Mali subissent également une pression énorme, mais qui est tout à fait liée à la situation actuelle. C'est comme au Burkina et ailleurs. Donc voilà des militaires qui arrivent au pouvoir pour régler les questions sécuritaires, pour relancer l'économie et le développement dans leur pays, et qui ne pensent qu'ils ne pourront pas le faire dans un cadre démocratique habituel où ils décrivent un peu au Mali l'activité des partis politiques comme un petit désordre aussi. Et donc quand le président, à l'issue donc des assises nationales, se voit offert un pouvoir sur 5 ans. Ce pouvoir n'a pas besoin d'une opposition, puisqu'il n'a pas été élu pour 5 ans. Il a été désigné, donc on ne peut pas laisser prospérer une certaine opposition qui l'empêcherait de faire ce pourquoi les assises lui ont donné donc ce mandat de 5 ans, hors élection, donc de façon exceptionnelle. Donc c'est un peu logique que les activités des partis politiques soient suspendues. Alors, je veux bien comprendre cet argument. Il n'a pas été élu, il a été désigné pour 5 ans, donc il n'a pas besoin d'opposition. Cela lui permettra de disposer de toute la latitude pour... Oui, d'avoir tout le pouvoir. En fait, il vient régler un problème. Et c'est pour ça que je dis que la liberté et tout ça aujourd'hui, même quand on voit au Mali, un peu partout en Afrique, les gens s'en foutent de ça, parce que leur problème, c'est le retour de la sécurité, c'est la souveraineté du pays, c'est avec un air de panafricanisme aussi qui passe par là. Donc, on se dit les partis politiques vont créer plus de problèmes dans ces moments-là où on a quelqu'un qui arrive et de façon assez autoritaire et dictatoriale aussi essaie d'imposer sa vision et de mettre de l'ordre dans le pays. Donc beaucoup de personnes comprennent ça et l'acceptent. Si on était dans un pays normal, l'appel de l'ONU, on se dirait, mais il devrait même être suivi de pression. Pour qu'on le mette. Aujourd'hui, dans le cas du Mali, non, je ne pense pas. Et puis l'ONU n'est pas à son premier exercice avec le Mali. On se rappelle des militaires ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Le secrétaire général de l'ONU a personnellement pris ce dossier, mais n'a pas réussi à faire libérer. Les autorités maliennes ont dit non, il a fallu la médiation du président togolais pour que finalement ces militaires soient libérés. Alors donc, en face d'un pouvoir, on a vu le représentant du Mali qui est allé à la tribune de l'ONU, qui a eu à s'exprimer d'une façon
qui a d'ailleurs fait la fierté d'une bonne partie de l'Afrique. Donc je ne vois pas l'effet que cet appel aura sur les autorités maliennes qui aujourd'hui sont plus préoccupées à ramener le pays donc sur les rails, d'abord à sécuriser le pays, à accentuer la souveraineté du pays et puis pourquoi pas le développer. Donc nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle et cette suspension des activités des partis politiques s'inscrit dans la droite ligne de ce qui est en train de se faire. Vous allez voir dans les pays où on fait un coup d'État, on dissout déjà les institutions. On aurait pu dire, mais celui qui fait coup d'État, il est arrivé au pouvoir, il peut laisser l'Assemblée, il peut laisser tout ça, mais il dissout tout. Donc nous sommes un peu dans la même logique. Il a 5 ans et il veut avoir les coups des franches pour faire ce travail-là, quitte à restaurer la démocratie après. Mais je pense aussi que les Maliens, les autorités maliennes disent qu'elles veulent aussi prendre le temps d'organiser la vie politique, d'organiser l'activité des partis politiques. Et nous savons aussi que dans nos pays, ce qu'on reproche aux politiciens, c'est d'avoir trop de chapelles. C'est comme dans des pays où on a une église à chaque 100 mètres. Donc on estime que dans nos pays aussi, il y a plein de partis politiques qui ne participent même pas aux élections, qui ne participent même pas à la vie de la nation, mais qui existent beaucoup plus et qui en ont fait pratiquement un business. Le fait d'avoir un parti politique, c'est comme on a une entreprise donc, dans nos pays. Et donc, je pense que les autorités actuelles du Mali ont envie aussi d'assainir un peu ce milieu. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, c'est que d'ici, bien avant les 5 ans, et ce mandat dont on a gratifié le général Goïta, bien avant, que l'État mette sur la base de la nouvelle constitution des lois qui réorganisent assez rapidement la vie des partis politiques parce que dès que les élections seront ouvertes, il faut que les partis puissent aller travailler. C'est pas la veille qu'on va leur permettre de s'organiser, il faut le faire un peu plus tôt. Donc vivement que d'ici peu, les nouvelles autorités décrivent assez clairement les règles qui vont régir désormais les activités des partis politiques et qu'on leur permette donc de se réorganiser ou de se créer pour ceux qui seront dissous totalement. Merci pour beaucoup. pouvoir aller aux prochaines élections. Merci beaucoup, Germain Poulier. Alors, Donatien Ouesso, l'ONU est contre, même si certains ne partagent pas la position de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies est contre, mais dispose-t-elle réellement de moyens de pression sur le Mali? Oui, je ne suis pas naïf pour penser que le Mali va se recroqueviller sur sa décision, le connaissant très bien, la façon dont ils sont sortis de la CEDEAO avec les appels de pied qu'on leur avait fait. Moi, ici, ce que je leur aurais suggéré, c'est plutôt d'instaurer ou bien de mettre des garde-fous pour les partis politiques ou bien d'instaurer des règles à respecter, tout comme ici au pays, on vous exige de faire votre congrès au moins chaque 5 ans. Il y a des critères à respecter. Même si ces critères sont corsés, c'est mieux que d'annuler, disons, de vouloir effacer totalement les partis politiques. Donc Germain parlait d'un coup d'État et qu'on dissout l'Assemblée et tout. Moi je pense que dans ce cas de figure, c'est ce que la personne viendra gérer. C'est ça on dissout. Si le chef de l'État, disons le chef de la junte, on peut le dire ainsi, qui arrive, l'Assemblée doit être mise en veilleuse, les ministres, le gouvernement et tout, mais les partis politiques ne dépendent pas forcément et directement de celui qui va venir instaurer je vais dire, son gouvernement ou bien sa gestion. Donc ici, je pense que le Mali est en train peut-être de danser plus vite que la musique ou bien court plus vite que la terre. Je ne suis pas sur sa lignée en disant que ici, je pense qu'il y aura maintenant de la scission, alors qu'il faut une union pour lutter contre le terrorisme. Si ces personnes de partis politiques se sentent maintenant aussi frustrées et rejoignent l'autre camp qui fait que le Mali n'est qu'à un quart gouverné, je ne sais pas si ça a évolué, il y a eu gain de peut-être 2 quarts, on va dire 2 quarts, je ne sais pas. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de créer maintenant des frustrés
qui peuvent aller rejoindre l'autre camp. Je pense que en tant que citoyen, il y a une raison valable? Non, il n'y a pas de raison, mais quand on vous pousse dans votre dernier retranchement, arrivé à des moments donnés, on s'énerve et on se dit des fois, advienne que pourra, mieux vaut aller là-bas. Nous sommes des humains, nous avons nos points de terminus, nous avons nos points faibles, et moi je ne souhaiterais pas que cela arrive au Mali, que nous admirons tant avec son courage face à l'envahisseur colonial qui était la France. Merci beaucoup, Donatien Russe. Donc oui, est-ce qu'il y a un moyen de pression sur le Mali, ou bien ce sera juste un communiqué et chacun fait ce qu'il veut? Non, je ne crois pas que l'ONU puisse faire pression sur le Mali, en tout cas pas en l'état actuel des choses, et c'est un exercice auquel elle s'est déjà appliquée, hein. Elle a déjà essayé plusieurs fois, on n'a pas vu les résultats. Cela étant dit, ce que je voulais dire et qui m'échappait tout à l'heure, c'est que vous avez l'exemple de l'Espagne et de Franco. Alors l'Espagne actuellement c'est une démocratie, mais Franco fut un dictateur. Et c'est Franco qui en fait rétablit la couronne espagnole et les institutions démocratiques espagnoles. En tout cas, c'est quand il quitte le pouvoir, c'est lui qui motive ce rétablissement-là. Juste pour dire que, comment dirais-je, faire une révolution, être un chef révolutionnaire, exige d'avoir une ligne stratégique et idéologique. Je pense, c'est le plus gros défi qui attend les personnes qui s'engagent dans cela. En particulier, par exemple, dans le cas d'espèce, M. Assimi Goïta. C'est-à-dire, il faut avoir une ligne idéologique, une ligne stratégique qui est porteuse d'une vision efficiente pour le Mali. Et cela s'assume. C'est quitte ou double. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est là, parce que je vois beaucoup de frictions sur les médias à propos de ça, c'est d'ailleurs là où se posent les frictions. Parce que l'Afrique a déjà connu des coups d'État, l'Afrique a déjà connu des révolutions qui se sont changées au fur et à mesure en dictatures fortes, qui l'ont profondément ébranlé. Et donc, dans la réaction de ceux qui s'y opposent, il faut que les gens comprennent bien, c'est que très souvent, ceux qui sont d'une certaine génération, je veux dire qui ont 30, 40, 50, 60 ans, et qui ont connu l'époque du parti unique, sont très frileux à recommencer, disons, à revenir sur ce qu'ils ont déjà vécu, c'est-à-dire à savoir le culte de la personnalité, à savoir le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, les bakchiches et ainsi de suite. Et donc, lorsque sur les médias, nos frères voient des gens qui s'insurgent contre cela, il faut comprendre qu'il y a, on va dire, d'une certaine manière, ce conflit générationnel entre des plus jeunes, parfois, qui n'ont pas connu cela, et puis ceux qui sont plus anciens, qui parfois ont connu cela et n'ont pas du tout envie de retomber dans le même vice. Et donc, il appartient au chef révolutionnaire, au président actuel qui s'engage dans ce processus de révolution-là, de bien comprendre que leur défi va être de faire la différence entre les dictateurs que les peuples ont connus avant et les modèles qui ont pu exister dans le monde, qui ont été porteurs de développement, porteurs de transformation pour leur pays. Et je citais tout à l'heure la Corée du Sud, je citais par exemple Singapour, même s'il y a des choses à rectifier. J'ai cité l'Espagne, j'ai cité des pays qui se disent démocratiques mais qui ont renforcé les pouvoirs présidentiels, comme à une époque la France et les États-Unis, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un choix qui s'assume. Merci beaucoup. À vous, Russe, Germain Pouli, apparemment, il n'y aura pas de moyen de pression sur le Mali. L'ONU, du moins le Mali décide, l'ONU réagit, mais le Mali continue quand même. C'est ce qui va arriver, je pense. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Mali, aujourd'hui, est droit dans ses bottes et a mis le cap sur certains objectifs. Pour certains, ces objectifs sont en train d'être atteints, pour d'autres, ça traîne un peu. Mais il y a quand même une bonne majorité des Maliens qui sont derrière ce qui est en train de se faire, même si cela se fait au détriment de la démocratie et des libertés. Donc je ne pense pas
qu'il y ait une forme de pression, parce que même s'il devait y avoir pression dans ce genre de situation habituellement, c'est pas l'ONU qui s'en charge, hein, c'est déjà les partenaires comme l'Union européenne, comme les États-Unis. Vous devez les voir déjà réagir, hein, et prendre des mesures de sanctions. Avant, c'est ce à quoi on assistait. Quand on n'est pas d'accord, on réagit. Et vous avez vu le silence total de ces grandes puissances-là, qui sont des partenaires du Mali, qui continuent, qui sont de retour d'ailleurs au Mali, qui continuent par collaborer avec le Mali sans trop d'exigences sur les valeurs démocratiques et sur certaines libertés, parce que, encore une fois, ce pays est dans une situation exceptionnelle. Il faut une solution. Beaucoup n'ont pas trouvé de grandes solutions. Et donc aujourd'hui, Assimi Goïta et son équipe semblent tenir le bon bout et n'entendent pas se faire dicter leur démarche par qui que ce soit. Et donc on comprend que toutes ces puissances sont habituellement assez bavardes sur ce genre de situation-là. On n'a pas vu beaucoup de réactions et ça m'étonnerait que l'ONU puisse trouver des moyens de pression sur les autorités maliennes, même s'il y avait ces moyens de pression habituellement, ces moyens viendraient de ces puissances dont je viens de parler, les États-Unis, l'Union européenne, et dans les détails des pays comme la France, comme l'Allemagne, qui ont l'habitude d'être très regardants sur les questions des droits de l'homme. Donc si ces grands pays-là, qui normalisent progressivement leurs relations avec le Mali, ne disent rien, je ne m'attends pas à une quelconque pression qui viendrait de l'ONU et qui pourra donc faire changer de cap aux autorités maliennes. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.